Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve encore avec Maxime Ory, ancien directeur régional de la Banque de France et président de la société Vigieco, par laquelle il anime des séminaires pour décrypter l'économie. Donc bonjour Maxime. Mon cher Joris, bonjour et bonjour aux auditeurs de la Maïeutique. Nous nous retrouvons dans un contexte dramatique qui suit la dissolution et comme d'habitude, nous allons essayer de donner à nos auditeurs de la vision pour qu'ils puissent prévoir. Je vous propose de parler de ce chaos à la fois politique et financier, parce que les deux sont inséparables. Les deux sont inséparables. Nous essaierons de ne pas faire trop de politique parce que c'est pas notre vocation. Mais si Macron a dissous l'Assemblée nationale, c'est parce que... Alors, je passe sur le caractère du président de la République. J'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi. S'il a dissous l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il était persuadé qu'au moment du budget, son gouvernement aurait été censuré par une coalition de toutes les oppositions. Et donc il a préféré aller au-devant de la dissolution, et je ne me prononce pas là-dessus. Ce que je veux dire à nos auditeurs, c'est que ce chaos dans lequel nous entrons, je veux dire pourquoi c'est un chaos, il est politique et financier. Les deux sont inséparables, les deux sujets sont... Alors c'est un chaos parce qu'à l'heure où nous sommes, là, à quelques heures du premier tour des élections législatives, aucune enquête d'opinion ne permet d'entrevoir une majorité absolue, aucune, et la majorité relative appartiendrait au parti de M. Bardella, mais entre 240, 270, peut-être 280 députés, avec les ciotistes, ça ne permet pas de gouverner. Il faut préciser que M. Bardella a précisé qu'il ne gouvernerait pas s'il n'avait pas la majorité absolue. Et donc, sauf surprise, dimanche, il ne gouvernera pas. Et donc, comment la France sera-t-elle gouvernée ? Il y aura probablement, toujours au vu des enquêtes d'opinion, environ 200 députés pour la gauche. Moi, j'ai du mal à dire Front Populaire, parce que Front Populaire, c'était Léon Blum, c'était quand même pas la même chose. Enfin, bon, environ 200, et les prévisions donnent 100, 130, peut-être 140 députés pour le centre, cher à M. Macron. Bon, et donc, vous n'avez pas de majorité pour gouverner la France, ni même de majorité relative, puisque dans le cas précédent, ce n'était qu'une majorité relative, mais elle était adossée au président de la République. Et le 49-3 permettait de mettre en jeu la pérennité du gouvernement. Là, ça ne marche plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, une question, Maxime. Avant la dissolution, est-ce que vous pensez vraiment que les députés auraient voté contre le gouvernement ? Contre une loi rectificative du budget, par exemple ? Parce que le risque, c'était quand même de faire tomber le gouvernement et du coup d'engendrer des élections législatives. Parce que les sondages à cette époque étaient déjà clairs. S'il y avait des élections législatives, il y aurait eu une redistribution des sièges de l'Assemblée au profit du Rassemblement national. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce que les députés auraient vraiment voté contre le gouvernement au risque finalement de perdre leur siège ? Oui, mais ce que tous les commentateurs oublient, et ce que les Français oublient aussi, parce que les faits économiques n'intéressent pas dans notre pays, c'est que nous sommes dans une situation d'urgence financière. Je rebondis sur votre propos. On savait au travers des déclarations de quelqu'un qui nous est cher pour sa virtuosité en mathématiques, M. Bruno Le Maire, n'est-ce pas ? M. Bruno Le Maire disait au président qu'il fallait une loi de finances rectificative pour faire 25 milliards d'économies. Et dans une précédente émission, nous avons dit, et en nous basant sur des études économiques très précises, je ne vais pas rappeler les économistes, qu'à l'horizon 2027, c'est pas 25 milliards, c'est environ 120 milliards pour stabiliser la dette et être dans la trajectoire européenne. Et donc, M. Macron savait très bien que s'il faisait un budget, je dirais, de combat, dans ce sens-là, le gouvernement tomberait.
Et il est allé au-devant. Alors, encore une fois, pas de considération sur son caractère, sa psychologie, vous pensez que j'ai bien ma petite idée, mais je la garde pour moi. Et donc, je crois qu'il faut voir cette affaire d'une France ingouvernable avec la dette. Il faut lier les deux. Et je vous propose de voir les différents scénarios possibles. On pourrait les résumer en 3 points. Article 16, état d'urgence dans la Constitution. Le deuxième scénario, c'est un scénario à la belge, mais la France n'est pas la Belgique. C'est les quantièmes, c'est-à-dire que la Constitution permet au président de promulguer un budget qui soit le même que le budget de l'année précédente. Au mois par mois, d'où l'expression quantième, c'est-à-dire en janvier, il refait la même dépense qu'en janvier 2024, etc., etc. Février sur février, enfin un budget qui ne bougerait pas. Le troisième scénario, personne n'y pense, mais c'est référendum. Référendum pour réformer l'organisation des pouvoirs publics en France, article 11 de la Constitution. Donc on a article 16, article 11 et l'article du milieu, je ne me souviens plus du numéro, mais c'est le fait que le président de la République, disons, arbitre pour permettre la continuité des pouvoirs publics. Voilà les 3 scénarios. Alors, aujourd'hui, les professeurs de droit, alors moi je ne suis pas professeur de droit, je suis professeur d'économie, nous disent « Ah non, l'article 16, ça n'a pas été fait du tout pour ça. Le général de Gaulle, d'ailleurs, l'a utilisé pendant la guerre d'Algérie. » Mais la Constitution ne dit pas pourquoi a été fait l'article 16. Elle dit que situation d'urgence, risque de non-continuité des pouvoirs publics et respect des engagements internationaux de la France, le président de la République peut suspendre le Parlement pour 3 mois et gouverner par ordonnance. Ça suppose qu'il ait le soutien du Conseil constitutionnel. Et je reviens sur la dette, parce que pour moi, les 2 sujets sont liés. Nous sommes fin juin. Eh bien, nous avons environ 100 milliards d'euros de déficit. L'année dernière, pour l'année entière, c'était 154 milliards. Donc, nous sommes dans une complète dérive. Ramené au PIB, la Commission européenne attend 5%, notre ami Marc Touati attend 6%, et Nicolas Bavrès, que je suis depuis 40 ans, lui attend 7%. Donc, ce sont des chiffres apocalyptiques. Et nous rentrons dans une procédure pour déficit excessif, et nos partenaires européens ne nous feront aucun cadeau. C'est-à-dire qu'on attend de la France qu'elle redresse sa trajectoire. Alors, à partir de là, mais évidemment, ça, c'est toujours absent des débats. Je reviendrai après sur la retraite à 60 ans. Les 2/3 des Français croient qu'on peut faire la retraite à 60 ans. Ça n'a absolument aucun sens. Si on revient à ça, les différentes possibilités constitutionnelles prennent un jour différent. L'article 16, M. Macron peut s'en saisir à condition d'avoir le soutien du Conseil constitutionnel. Ça suppose qu'il sorte discrètement par la grille du Coq, avec son chauffeur, se fasse amener rue de Valois, pour aller consulter M. Fabius, qu'il ait la modestie de se déplacer. Vous savez qu'il a consulté par téléphone le président Larcher avant la dissolution, qui lui a dit « Ah, ben alors c'est une consultation téléphonique. » Bon, le président Larcher a enregistré dans les annales. Bon, c'est une façon de lui dire c'est pas très poli de faire comme ça. Bon. Donc, si M. Macron arrive à gagner à sa cause gouvernementale, c'est-à-dire sa volonté de gouverner, le président Fabius, bon, à ce moment-là, il peut, à mon avis, invoquer l'article 16 au nom du fait que la France doit respecter ses engagements internationaux, sans parler de l'Ukraine d'ailleurs, hein, qui est quand même un sujet, il y a la guerre en Europe, hein, et parce que il ne peut pas faire un budget à l'identique. C'est ça que je veux exprimer. Alors la deuxième chose, alors j'ai écrit ça sur LinkedIn et j'ai des amis. LinkedIn, c'est le réseau professionnel.
J'ai des amis qui m'ont dit « Ah oui, mais la Belgique a vécu pendant 500 jours sans gouvernement et ils utilisaient la loi sur les tantièmes, c'est-à-dire on ne fait rien, on reconduit le budget. » Ah oui, mais la France n'est pas la Belgique. La Belgique est un pays fédéral où la substance se trouve à la base, c'est-à-dire dans les Flandres et en Wallonie. Nous sommes un pays où tout est en haut. Tout le monde est payé par Paris. Bon. Et encore une fois, si M. Macron choisissait cette solution, qui à mon avis ne correspond pas à son tempérament, la France serait immobile. Et si elle était immobile, à ce moment-là, ce sont nos partenaires européens qui nous tomberaient dessus. Aucun commentateur ne vous le dit, mais le nouveau pacte de stabilité prévoit des amendes pouvant aller de 2 à 4 milliards d'euros pour un pays qui ne bouge pas. Et enfin, la troisième hypothèse, article 11 de la Constitution, référendum. Bon, il n'a pas le droit de faire un référendum sur l'immigration, il faut changer la Constitution parce que l'article 11 précise que c'est l'organisation des pouvoirs publics. Mais s'il demandait aux Français « Souhaitez-vous décentraliser la France ?» On sait qu'aujourd'hui, 55% des Français disent qu'ils font confiance à leur maire, à leur président de région, à leur président de département, et pas au gouvernement, et pas aux députés, et pas aux partis politiques. Et qu'ils mettaient à la clé la décentralisation des budgets de l'éducation et de la santé. Évidemment, M. Macron est très impopulaire, donc dans un référendum, on répond rarement à la question posée, mais à celui qui la pose. Mais ça pourrait peut-être marcher, à condition que Macron ne fasse pas campagne et qu'il reste dans l'ombre, ce qui est très difficile pour lui, qu'il fasse faire campagne par exemple, le président du Sénat, qui est très favorable, Gérard Larcher, à la décentralisation. Donc voilà les hypothèses de sortie de crise, mais nous sommes dans le chaos économique et financier. Ce qui va nous amener peut-être à parler des taux d'intérêt, mais je vous laisse réagir. Est-ce que j'ai répondu à ce que vous souhaitiez? Est-ce que vous voyez d'autres aspects? Alors juste pour rappel, à quel moment est-ce qu'on a déjà utilisé l'article 16 ? L'article 16 a été utilisé par le général de Gaulle au moment du putsch d'Alger, et c'était donc dans un contexte de guerre civile, on peut dire. Mais vous avez vu, M. Macron nous dit qu'il y a des risques de guerre civile. À titre personnel, au travers de mon réseau personnel de relations, je pense qu'il y a des risques de troubles graves à l'ordre public dans les mois qui viennent. Bon, je ne vais pas développer, mais on voit bien que la haine, les croyances sont au cœur malheureusement, de ce qui n'est pas un débat politique. J'allais dire le débat politique, mais c'est un non-débat, parce que pour faire un débat politique, il faut documenter les sujets, les traiter, et les traiter raisonnablement dans l'intérêt des Français. Bon, voilà ce que je voulais dire sur le chaos politique. Le chaos financier, on pourra voir quelques graphiques dans un moment. La dette progresse très vite, le déficit progresse très vite, et les taux d'intérêt ont très rapidement progressé aussi. Alors Maxime, quand vous dites qu'il va y avoir des troubles à l'ordre public, ce n'est pas dans le sens où il va y avoir des manifestations d'opposition à un parti ou à un autre. Mais vous pensez plutôt au fait que si la France n'arrive plus à emprunter, elle serait donc obligée de faire des réformes très dures, ce qui conduirait à ce que les gens sortent dans la rue. Oui, alors non, mais il y a plusieurs aspects. Enfin, moi je ne cite pas ici de nom de partis politiques. Bon, vous avez la haine entre les partis politiques. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, etc. Bon. Vous avez cette course à la haine. Je ne la commente pas, mais comme républicain, comme quelqu'un ayant un idéal républicain depuis très longtemps, ça me fait énormément souffrir. Je n'arrive pas à concevoir que la France de Voltaire, du général de Gaulle, de Georges Pompidou ait pu tomber aussi bas. Il y a ça, et il y a aussi le jour où effectivement un plan européen nous tombera dessus. Enfin, vous savez, ce graphique de Touati, on l'a peut-être pas là, mais on peut le retrouver, qui montre que depuis 2008, la dette a progressé 3 fois plus vite que la production. Mais c'est insoutenable. Mais ça veut dire que nous vivons à crédit, et
je vais vous dire ce à quoi je m'attends pour moi et ma femme, sans parler de mes filles qui sont plus jeunes évidemment. Bon, je m'attends à ce que mon niveau de vie baisse d'un tiers dans les années qui viennent. Et pour la population, en général, de 20%. Voilà ce à quoi je m'attends. Parce que les chiffres de longue période montrent que nous sommes complètement dans le décor. Bien, merci Maxime. Merci de nous avoir suivis.